Bonjour à tous, à toutes, et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Empreinte sauvage. Mon nom est Patrick Bourgeois, c'est moi qui produis ce balado-là. Je suis photographe nature, photographe animalier. Ma spécialité est le sous-marin, la photographie sous-marine. Mon terrain de jeu que j'apprécie plus particulièrement, c'est l'estuaire du Saint-Laurent, le golfe Saint-Laurent, mais je touche aussi à toutes sortes d'autres pratiques en photo, dont la macro-photographie. Empreinte sauvage, c'est quoi exactement? C'est un balado qui fusionne la politique, l'environnement, les animaux. Souvent, je trouve qu'en photo animalière, on se concentre sur la beauté de la nature, mais on évite de parler de ce qu'il y a autour pour la protéger. Et moi, je considère que la photo animalière se doit d'être activiste. Alors, c'est un peu ce qu'on fait ici dans le cadre de ce balado-là. Et aujourd'hui, on a un épisode qui va toucher un dossier qui est délicat, qui est complexe, qui est touffu, qui fait intervenir les gouvernements, les municipalités, qui fait intervenir les citoyens, mais aussi des espèces menacées, une rivière, destruction de milieux humides. Et j'ai nommé le projet Norvolt. Le projet Norvolt qui est en train de s'ériger, de se construire aux abords de la rivière Richelieu en Montérégie. Ça implique les municipalités de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand. Norvolt, c'est en septembre, c'est bien ça, septembre 2023, que le gouvernement du Québec a annoncé l'implantation de cette méga usine-là. C'est quoi le but de cette usine-là? C'est de construire des cellules de batterie là, finalement pour les autos électriques, les véhicules électriques. Norvolt, c'est une compagnie suédoise qui a été financée à coût de milliards de fonds publics du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral. Et malgré tout, et malgré le fait que le site choisi, c'est un site naturel qui avait un intérêt certain, l'argent public, un site naturel qui est menacé, à côté du milieu de vie d'une population importante, eh bien, les citoyens n'ont pas vraiment eu leur mot à dire. On n'a pas organisé de BAP, de bureau d'audience publique sur l'environnement pour être capable de faire la lumière sur les risques inhérents à ce projet-là. Le ministère de l'Environnement a donné et la ville de Saint-Basile-le-Grand ont donné les autorisations pour la destruction des milieux humides qui se trouvaient là. On parle quand même de 52 hectares. C'est énorme dans la grande région de Montréal. Bon, en tant que Nord-Côtier, Montréal, c'est très grand. Mais OK, on s'entend, c'est la Montérégie, c'est une autre région. Mais on n'est pas loin, on n'est quand même pas loin de la métropole. Et cette pression humaine-là fait en sorte que les milieux naturels dans le secteur, dans la région, dans cette zone-là, sont mis à mal. La pression humaine est forte, puis ça contribue à la destruction de nombreux milieux naturels. Les chiffres disent que environ 90% des milieux humides de cette grande région du sud du Québec, proche de Montréal, 90% des milieux humides ont déjà été détruits. Alors moi, dans ma tête, je trouve qu'on devrait plutôt trouver des solutions pour renaturaliser des sites qui ont été endommagés par le passé, au lieu de toujours trouver des moyens de détruire ce qui reste. Mais on dirait que le ministère de l'Environnement et le gouvernement du Québec, dirigé par le premier ministre François Legault, je donne un peu de détails comme ça parce que vous êtes nombreux à me suivre sur YouTube de l'autre côté de la flaque atlantique, c'est-à-dire en Europe, les amis français, principalement, un peu de Suisse, un peu de Belge, mais surtout des amis français. Alors, j'essaie juste de vous placer grosso modo les grands acteurs dans tout ça. Sur le site, qu'est-ce qu'il y avait? Je vous ai déjà dit qu'il y avait 52 hectares de milieux humides. Il y avait beaucoup de grands arbres et plusieurs étaient centenaires. Et on sait qu'encore une fois, dans le sud du Québec, nos arbres feuillus, pour ne pas dire les frênes, ont subi des assauts répétés d'une espèce invasive, la grille du frêne. On a perdu beaucoup de frênes. Alors, les arbres qui sont en santé, il faudrait, dans le secteur, dans cette région-ci, il faudrait plutôt les protéger que de les couper. On a remblayé
puis là je dis on, ça exclut la personne qui parle, là, hein, mais Norvolt, la compagnie, avec la bénédiction des autorités québécoises et canadiennes, Norvolt a remblayé ces milieux humides-là, faisant disparaître la faune qui s'y trouvait. Ils ont coupé les arbres et c'est dramatique dans un monde où on assiste à une disparition à vitesse grand V de la biodiversité. Mais ce n'est pas tout. L'endroit où on a projeté d'implanter cette méga usine-là, c'est à côté de la rivière Richelieu, où se trouve un poisson emblématique du Québec, le chevalier cuivré, qui est la seule espèce qu'on retrouve uniquement au Québec. Parce qu'il faut savoir que le Québec, il n'y a pas si longtemps, bon, quand même un 12-15 000 ans, était sous la glace. Alors, les espèces sont arrivées ici quand même assez récemment dans l'histoire récente de la planète. Et ça fait en sorte qu'on a surtout... Il y a très peu d'espèces qui débordent pas nos frontières. Mais on a le chevalier cuivré, une espèce menacée. Et il y a une frayère tout juste à côté du site de Norvolt. Quand on sait que cette compagnie-là, pour réussir à faire fonctionner son usine, va devoir pomper des milliers et des milliers de litres d'eau de la rivière Richelieu pour refroidir ses installations et que cette eau-là va être retournée à la rivière directement dans la face des chevaliers cuivrés, on peut se poser des questions sur l'impact que tout ça aura sur cette espèce menacée. Dans le cadre de ce balado aussi, on va essayer de comprendre tout ça. Et pour nous y aider, je vais avoir une invitée qui va venir nous aider à faire la lumière sur ce dossier-là. Elle s'appelle Jacinthe Villeneuve. C'est une jeune femme, une citoyenne. Elle est porte-parole du comité Action citoyenne Projet Norvolt. Elle, depuis l'annonce de ce projet-là, elle assiste, parce qu'elle reste dans ce secteur-là, elle assiste à la destruction du milieu naturel. C'est un endroit qu'elle fréquentait, elle, avant qu'on le détruise, parce que, comme je disais il y a quelques instants, dans la grande région de Montréal, dans le sud du Québec, ces endroits-là sont de plus en plus rares, donc ils sont de plus en plus précieux et les gens en ont besoin parce que l'humain n'est pas fait pour vivre sur l'asphalte en permanence. Alors, les gens de cette région-là avaient ciblé cet endroit-là pour aller profiter d'une certaine verdure. Et là, elle a fait des démarches pour tenter de comprendre c'était quoi exactement le projet Norvolt, puis qu'est-ce que ça impliquait comme impact sur la nature et sur les gens qui vivaient aux alentours. Avec elle, on va discuter de ça, on va regarder tout ça, on va faire de la politique, on va approfondir ce dossier-là. Et dans un deuxième temps, je vais produire une genre de deuxième partie, parce que cette partie, la première partie avec Jacinthe Villeneuve et le projet Norvolt se tient en soi, et on aura une autre partie pour essayer de voir vraiment, pour se pencher vraiment sur le chevalier cuivré, sur les espèces menacées qui étaient là, et sur l'impact que tout ça aura sur ces espèces-là. Parce que Jacinthe, elle, ce n'est pas une biologiste, c'est une citoyenne. Je vais essayer d'aller un peu plus loin par rapport aux animaux avec un biologiste, mais ça sera dans un deuxième temps. Sans plus attendre, j'arrête de tourner en rond avec ma présentation et on invite Jacinthe à faire son entrée dans le studio virtuel pour faire la lumière sur le projet Norvolt. Alors, mes chers amis, j'ai maintenant le plaisir et le bonheur d'accueillir dans mon studio virtuel Jacinthe Villeneuve, qui est, comme je vous l'ai dit précédemment, la porte-parole du comité d'action citoyenne Projet Norvolt. C'est une femme qui est engagée dans une lutte qui défend des points, qui est critique envers le projet d'usine de batterie qui va s'installer aux abords de la rivière Richelieu. Alors, tout d'abord, je la salue. Ça va bien, Jacinthe? Oui, merci de m'accueillir. Un énorme merci à toi d'accepter mon invitation. Empreinte sauvage, juste pour te transmettre l'information, c'est un balado qui fusionne nature et politique. Moi, je trouve souvent que
les photographes animaliers, ce que je suis, Oui. ont tendance à éviter la politique pour avoir plus de clients. Mais tu sais, moi, je trouve qu'une photo animalière, si tu fais pas d'activisme avec ça, ça sert pas à grand-chose. Fait que moi, je trouvais ça important aujourd'hui de t'accueillir pour que tu viennes nous comment dire, donc jeter un peu de lumière dans ce dossier-là du projet Norvol, c'est complexe. Hein? Ça implique des gouvernements, ça implique des lois, des règlements, la loi sur les espèces en péril, des municipalités. Ça fait même intervenir la Chine, la géopolitique, le ministère de l'Environnement, la spéculation foncière. C'est complexe, mais toi, t'es là-dedans et tu mènes la lutte, alors tu vas être capable de nous faire mieux comprendre ce dossier-là. Mais avant d'entrer vraiment dans le dossier, dans le cœur de la question, je voudrais que tu nous présentes, que tu présentes aux gens le site où ils ont décidé d'installer cette méga usine-là. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre exactement sur ce site-là? Parfait. Alors, le terrain où va s'installer Nordvolt, c'est un très grand terrain, en fait. C'est 172 hectares qui est situé à la fois sur deux territoires, le territoire de la ville de Saint-Basile-le-Grand et sur le territoire de la ville de McMasterville. C'est un terrain qui est très grand et qui est cloisonné, je dirais, là, coincé entre la route 116 et la rivière Richelieu. Il est beaucoup plus proche de McMasterville. Saint-Basile-le-Grand est un peu plus loin. En fait, Okay. c'est ça. C'est un très grand terrain. En fait, à l'origine, c'était une compagnie d'explosifs, là, la CIL, qui était installée là. C'est ça. Ils ont quitté en 1999. Puis le terrain, il a été resté en friche pendant tout ce temps-là. Alors, Okay. il y a eu des travaux qui ont été faits pour le décontaminer, mais c'est pas c'est encore très contaminé comme terrain. Puis il y a des zones où les contaminants étaient tellement forts, là, importants, qu'on dit ça sert à rien d'être déplacés. On va tout simplement les laisser sur le terrain. Ils ont comme cloisonnés, mis dans des endroits. Puis le mot d'ordre à ce moment-là, c'était on laisse ce terrain-là en friche, on le laisse se décontaminer naturellement. Mais bon, les plans ont changé parce que Nordvolt a décidé de s'installer sur le terrain. C'était une belle place avec des grands arbres. Là, il y avait des arbres qui étaient plus que centenaires sur ce terrain-là, des animaux. Des fois, quand on se promenait sur le bord de la clôture, on pouvait voir des renards. Il y avait même des cerfs de Virginie sur le terrain. Plein d'oiseaux, de la verdure. Là, c'était vert, vert, vert. Non, c'était un très beau terrain qui avait repris vie. Tu sais, ça avait beau être un terrain qui était contaminé, mais la nature, elle avait repris ses droits. Oui, c'était vraiment une belle place. Alors, à cet endroit-là, oui, il y avait une nature, c'était un lot naturel qui était accessible aux gens, et on sait que dans la grande région de Montréal, ces sites-là sont ultra précieux parce qu'il y en a de moins en moins. Mais en plus, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des espèces menacées qui se retrouvaient sur ce terrain-là. Hein, on pense au petit blongio, qui est un tout petit échassier et qui éprouve beaucoup de misère. On le met sur mon affiche, le petit blongio. Ah oui, c'est ça, voilà. Là, qui éprouve beaucoup de misère au Québec, au Canada. J'ai entendu parler qu'il y avait présence de la tortue à carapace molle et on sait que dans la rivière qui coule tout juste à côté, on a une espèce ultra précieuse au Québec qui est le chevalier cuivré, la seule espèce qui n'est présente uniquement dans le monde que sur le territoire québécois. Alors moi, là, tu sais, en tant que photographe nature, tu sais, en tant que gars qui s'est beaucoup impliqué dans le dossier de la rainette Faugrillon, d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir les épisodes précédents sur la rainette Faugrillon, on sait que c'est compliqué de détruire des milieux humides parce qu'il en reste plus beaucoup. Dans la région de Montréal, on les a détruits à peu près à 90%. Oui. Quand on sait que de la rainette Faugrillon, c'est impossible de les détruire, toi, sur ton terrain, tu avais le petit blongio, la tortue à carapace molle, puis tu as le chevalier cuivré. Comment ça se fait que les lois sur les espèces en péril n'ont pas été appliquées pour empêcher de détruire ces milieux humides-là? En fait,
C'est une bonne question, hein? C'est une bonne question. En fait, ce qu'on sait, c'est que théoriquement, le projet aurait dû passer par le bas. OK? Ouais, hein? Et oui, exactement. Sauf qu'il y a des modifications qui sont faites aux lois là, pour qui déterminent si un projet doit passer au BAP ou pas. Des modifications, tu sais, comme par hasard, justement, sur tout ce qui avait attrait à la filière batterie. Alors, Ouais. on croit sincèrement que si le projet avait passé par le BAP, probablement que qui n'aurait pas permis une aussi grande destruction. En fait, on peut même faire un comparatif. Il y avait un autre projet qui était prévu sur ce terrain-là. C'était un projet domiciliaire. En fait, le projet a été soumis au ministère de l'Environnement et le projet a été refusé parce que ce qu'il disait que c'était un milieu avec une grande biodiversité, un terrain qui était vraiment très très précieux par ses milieux humides et tout ça. T'sais. Que le projet a été refusé, mais quelques semaines plus tard, comme par hasard, le projet de Northvolt a été accepté. Et si on compare, même ça l'a paru dans les journaux, si on compare les deux évaluations, on se rend compte qu'il y a des phrases qui sont identiques d'un rapport à l'autre, mais il y a énormément de matériel qui a été retiré du rapport de celui de Northvolt, là, finalement. Là. Tu sais, ça laisse croire que ils ont privilégié un projet à un autre, même si il y en a un qui détruisait beaucoup plus de territoires précieux, là, des milieux humides qu'un autre. Là, au moment où on se parle, là, oui. Le projet il n'est pas complété, il est en cours de progression. Oui. C'est le ministère de l'Environnement, si je ne m'abuse, corrige-moi si je me trompe, c'est le ministère de l'Environnement qui a donné les autorisations pour détruire les milieux humides qui étaient là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de détruit? C'est-tu déjà tout endommagé ou il reste encore quelque chose à préserver là, en date du, on est quoi, le 26 janvier 2025? En fait, tout ce qui a été détruit de façon presque irréversible. Il y a encore, oui, tu sais, il y a, en fait, le terrain qui appartenait à la CAL, à Akzo Nobel et tout, tu sais, est plus grand, mais il y a un 350 mètres qu'ils ont décidé de préserver entre la première rue de McMasterville et le début du terrain de Northvolt. Il y a ce 350 mètres-là qui est comme préservé, tu sais. Mais après ça, là, le premier bâtiment qu'ils vont bâtir, c'est du côté de Saint-Basile-le-Grand, mais il est vraiment limite avec la ligne de territoire de McMasterville. Puis c'est gros comme bâtiment, là, hein? C'est pas des petits... C'est vraiment très gros, là, comme bâtiment. Ils ont décidé de commencer avec le bâtiment du côté de Saint-Basile-le-Grand, tout simplement parce que du côté de McMasterville, le zonage ne permettait pas l'installation d'une usine parce qu'avec les années, mais comme je vous disais plus tôt, il y avait le projet domiciliaire, il avait changé le zonage de industriel à résidentiel. Alors, ils ont commencé de Saint-Basile-le-Grand. Que là, le territoire de McMasterville, ils ont coupé beaucoup d'arbres, mais du côté de Saint-Basile-le-Grand, où ils vont construire, il n'y a plus rien, là. Ils ont coupé milliers d'arbres. Ils ont les nombres de camions de roches que j'ai vus passer. Ils ont remblayé les milieux humides. Ils ont tout tapé ça. Que là, présentement, là, il n'y a plus aucun brin de verdure là, qui peut pousser là, tant qu'à moi, tellement que ça a été compacté. C'est ça, avec de la roche, là, tu sais, genre... là, je m'y connais pas en construction, là, mais genre du 0,3 là. Mais là, quand on remblait comme ça des milieux humides, là, c'est parce que moi, dans ma tête, les animaux, parce que j'ai vu des vidéos là, sur ce site-là, il y avait j'entendais des grenouilles puis tout ça. Tantôt, on parlait des tortues puis tout ça. Ils ont quand même pas pris une par une puis aller les mener ailleurs. De toute façon, aller mener où? Il n'y a rien autour, ou presque le manteau. Mettons qu'ils décidaient d'aller mener ça dans le parc du Mont-Saint-Bruno. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le tracteur est arrivé. Moi, je sais que je te ramène encore, tu vas dire, je suis tanné avec ma Renette Faugrillon, mais c'est parce que c'est un dossier que je connais quand même bien. Tu sais, quand il remblait un site de Renette Faugrillon, il est tu là? Ben, tout à fait. Puis en fait, quand ils ont commencé le remblaiement des milieux humides et tout, la tortue était en hibernation. Alors, puis tu sais, les amphibiens aussi, tu sais que
ils se cachent, tu sais, ils se cachent en dessous de la terre et tout, que c'est clair que, ben, c'est pas, je veux dire, mais ils ont enterré vivantes, là. Ah, ouais, hein. Oui, oui, c'est clair que quand ils ont rembellé les milieux humides, s'il y avait des tortues là, ils les ont enterrées vivantes. Il y a un petit secteur qui ont délimité avec des petites clôtures, là, pour dire qu'il fallait pas empiéter sur cet étang-là, un petit étang, où ils ont observé des tortues. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que si un travailleur voyait, par exemple, une tortue, il devait la prendre et la déposer dans le petit espace protégé. Mais on s'entend que, tu sais, t'as la petite clôture en genre de plastique, tu sais, puis à côté, t'as le monde qui travaille. C'est pas idéal, là. Le Québec et la protection des espèces menacées. Ouais, ça fait dur longtemps sur un méchant temps. Les autres animaux, c'est quoi sur ce terrain-là? Ah, ben là, il y en a plusieurs. Mais il y en a au moins 13 qui sont inscrits sur la liste des espèces en péril du gouvernement fédéral. Je peux t'en nommer quelques-unes. Ben, il y a la tortue molle à épines, le petit bonjour, le pioui de l'Est. Pioui de l'Est, ouais. Le martinet ramoneur, les Vous avez des martinets là-bas? Oui, on a des martinets ramoneurs. Des hirondelles rustiques et des hirondelles de rivage. Puis les hirondelles de rivage, on a une preuve comme quoi qu'il y a une nidification là, sur le terrain. Ah, ouais. On a des piragues à tête blanche, on a des faucons pèlerins, on a plusieurs espèces de chauves-souris, ou aussi dont la chauve-souris brune qui est une espèce menacée, là. Ben, les chauves-souris, ça va tellement pas bien. Depuis le syndrome du museau blanc, on a perdu à peu près 95 à 99% de nos populations hibernantes de chauves-souris. Fait que c'est sûr que quand tu as un site où tu as des chauves-souris, tu fais attention, là. Moi, c'est ça, tu sais, c'est un dossier, je trouve, qui me rappelle des relents de commission Charbonneau puis tout ça, parce que, tu sais, avant de réfléchir à s'il y avait d'autres possibilités d'aller ailleurs pour faire ça, moi, je voudrais que tu me parles de celui qui était propriétaire de ce terrain-là à l'origine, un terrain qui a été, si ma mémoire est bonne, acheté pour quelque chose comme 20 millions par la gang à comment il s'appelle, dont celui de les Dragons, c'est Luc Poirier. Puis, ils ont revendu ça à Norvol, quelque chose comme 230 millions, 240 millions. Exactement. Donc, c'est payant, ce terrain-là. Tout à fait. Ça sent quasiment le copinage, parce que, tu sais, moi, me semble, la logique voudrait que tu trouves un site où il n'y a pas autant d'espèces sensibles. Tu sais, la liste que tu viens de me faire, là, il y a des espèces là-dedans qui sont au bord de l'extinction. Oui. À un moment donné, j'entendais qu'il y avait des rumeurs qui voulaient éliminer ça, genre à Bécomo, dans la papetière qui est vide, puis qui ne savent plus quoi faire avec ça dans le centre-ville. Pourquoi, à ton point de vue, à toi, ils ont choisi de faire ça à cet endroit-là, à côté d'un site de frais du Chevalier Cuivré, là, à côté de la rivière Richelieu, à côté d'habitations, parce que là, on parle des animaux, mais je pense pas que ça va être super sympathique pour le voisinage, ça non plus. Non. Pourquoi ils ont choisi ce place-là précisément? Ben, en fait, le discours qu'eux, ils nous disent, c'est qu'ils avaient besoin d'un terrain d'une grande superficie. Ils voulaient que ce soit près d'une voie ferrée. Et là, ça donne bien parce que il y a la 116, mais il y a la voie ferrée qui longe la 116, qu'ils sont carrément collés sur la voie ferrée. Il y avait besoin que ça soit proche d'un cours d'eau, alors la rivière Richelieu, parce qu'ils planifient de pomper de l'eau et de rejeter de l'eau. Puis ils voulaient aussi que ça soit proche d'un bassin de population. Alors, on est sur la rive sud de Montréal. Montréal est pas loin, que c'est un bassin de population. Puis, ce qu'ils nous disent, c'est que c'était le seul terrain qui correspondait à tous ces critères-là. Ils sont allés voir à d'autres places, mais c'était uniquement là qu'ils pouvaient le faire. C'est ça. Okay. C'est sûr que, tu sais, moi, là, en tant que citoyenne sensibilisée, je vois vraiment pas pourquoi ils ont mis ça là. Tu sais, je suis sûre qu'il y aurait d'autres terrains qui auraient été pas mal plus appropriés, tu sais. Parce que là, c'est le trafic, admettons, là. Tu sais, quand ça va être complété, là. Oui. Ça va être combien de camions qui vont passer là? Parce que là, ils sont en train de faire des chemins pour être capable de relayer l'usine. J'imagine que ça va être connecté avec le port de Montréal, cette histoire-là, puis la 30, je ne sais pas trop toutes les autoroutes qu'il y a dans ce coin-là. Là. Oui. Mais pour les gens du coin, j'imagine que la vie va être beaucoup moins douce après qu'avant. Oui.
En fait, ça c'est un des points qui est vraiment très problématique actuellement. Quand ils ont annoncé le projet, ils nous ont dit qu'il y aurait une route temporaire qui serait faite de la 116 jusqu'au terrain. Parce qu'actuellement, il n'y a aucun accès au terrain par la 116. C'est uniquement par le chemin du Richelieu qui... C'est comme... si on connaît un peu le coin, il y a comme le Bernard-Pilon, ensuite il y a le chemin du Richelieu, puis ça, c'est tout du quartier résidentiel. Que là, tous les camions pour le remblaiement et tout, ils passaient sur le chemin du Richelieu en face de résidences. Puis même sur le Bernard, sur la rue Bernard-Pilon, c'est mixte, là, mais il y a des résidences aussi. Que là, les camions passent tout par là. Que là, c'était des centaines de camions qui passaient par jour pour faire le remblaiement, la préparation du terrain. Le projet, c'est qu'il y ait une route qui passe directement par la 116, que ça serait un accès direct au terrain. Ça a été extrêmement compliqué parce que pour accéder au terrain, il faut qu'il passe par-dessus la voie ferrée. La voie ferrée est plus haute que la 116. Alors, ils sont obligés de faire comme une grande pente, tu sais, douce, pour monter par-dessus la voie ferrée pour retourner de l'autre côté. Là, ils ont commencé, ça fait peut-être une semaine là, à la faire. Alors que théoriquement, ça devait être prêt pour genre cet été, là, l'été passé. C'était ça. Là, pour la construction, ils devraient passer par là, mais la journée où il va y avoir des travailleurs, tu sais, ils parlaient de quelque chose comme 3000 travailleurs, ben, là, c'est pas clair. Là, c'est pas clair s'ils vont passer par ce chemin-là ou le chemin va être réservé uniquement, par exemple, aux livraisons par camion. Ici, les travailleurs vont passer par le chemin du Richelieu, donc devant à côté de la rivière Richelieu, dans un secteur résidentiel. Puis là, moi, ce que je trouve, là, tu me disais, il voulait être à proximité d'un cours d'eau. Tu sais, moi, l'été dernier, là, j'ai fait des patrouilles avec le comité ZIP du lac Saint-Pierre. On faisait des interventions auprès des pêcheurs qui fréquentaient le coin de la rivière Richelieu pour les sensibiliser à l'importance de faire attention aux chevaliers cuivrés, hein, une espèce grandement menacée. Puis là, dans ma tête, moi, tout ce que je me disais, c'est tabarouette. OK, là, puis j'étais vraiment surpris de voir à quel point, moi, les pêcheurs connaissaient l'espèce, puis ils savaient qu'il fallait faire attention, puis tout ça. Oui, tout à fait. J'ai dit, nous, on a investi plein d'énergie durant l'été pour peut-être, ça va arriver, je sais pas combien de fois dans l'été que quelqu'un va attraper un chevalier cuiré, va le remettre à l'eau. Puis pendant ce temps-là, moi, je pensais à ce projet-là qui est en train de se préparer, de se construire sur le bord de la rivière Richelieu et qui allait vraiment bien plus menacer le chevalier cuivré que les quelques personnes qui vont peut-être en attraper un moment donné. Là, je veux que tu me parles de l'eau qu'ils veulent pomper. C'est quoi les quantités d'eau qu'ils vont pomper? Moi, j'ai entendu des histoires que l'eau qui retournait dans la rivière Richelieu n'était pas si propre que ce qu'ils veulent bien nous faire croire, que la température allait être probablement plus chaude. Puis on sait que hein, dans les milieux aquatiques, là, quand tu commences à jouer que le thermomètre, là, c'est pas trop long que le bordel pogne. Alors, parle-moi de l'aspect pompage d'eau pour Norvolt sur ce site-là. Oui. Là, les chiffres exacts, j'ai les ai dans mes notes, il faudrait que je fouille pour les trouver, là. La quantité de pompage d'eau qu'ils vont faire. Mais je vais te le mettre en haut. On va le mettre après. Comme ça, on sait c'est quoi la vraie quantité, même si on ne le sait pas présentement. OK, ben je ne le sais pas par cœur. Non, mais je sais que c'est des très grandes quantités d'eau là, qui vont être pompées. Cette eau-là va servir à plusieurs choses. Alors, c'est ça, qu'ils vont avoir de l'eau de refroidissement pour leur système. Parce que les systèmes ont besoin d'être refroidis. Qu'est-ce qu'ils prévoient faire? C'est pomper de l'eau dans la rivière Richelieu, l'utiliser pour refroidir leur système. Après ça, ils veulent mettre ça dans des bassins, des genres de bassins de refroidissement, attendre que ça a atteint une certaine température et après ça, rejeter ça dans la rivière. Ça, c'est pour les bassins de refroidissement. La crainte par rapport à ça, c'est surtout la chaleur de l'eau. Parce que, tu sais, si tu pompes l'eau d'une certaine chaleur, puis que tu la rejettes, qui n'est pas tout à fait de la même température, ça peut faire des chocs thermiques, tu sais. Que même si c'est quelques degrés là, supérieurs, là, il parlait à un moment donné de 5 degrés peut-être au-dessus. Mais déjà, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Énorme. Alors, que ça, faut essayer de les convaincre de respecter le plus possible la chaleur de l'eau qu'ils vont rejeter. Ensuite,
il y a ça c'est l'eau qu'ils vont utiliser. Mais ils vont utiliser aussi de l'eau de procédé. Là, ils nous ont expliqué, moi je suis dans le comité de liaison là, de Nordvolt, qui nous ont expliqué qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette eau-là. Ils nous ont parlé de dissolution de métaux, de production de précurseurs, mais je veux dire, c'est tous des trucs techniques que je ne comprends pas nécessairement. Ouais. Il va y avoir un circuit fermé pour certaines eaux, mais pas pour toutes. Que ça, c'est encore un peu ambigu. Parce que on essaie, nous, dans le comité de liaison, entre autres, on essaie de les convaincre de faire ça tout en circuit fermé. Tu prends de l'eau, puis après ça, ben c'est fini. C'est tout en circuit fermé, puis de temps en temps, peut-être que c'est sûr qu'il va y avoir de l'évaporation ou quoi que ce soit. De temps en temps, tu peux rajouter un peu d'eau, mais pas faire du pompage intensif à tous les jours. T'sais. Ben ouais. C'est ça. Mais bon, il semblerait que pour une raison qui m'échappe, c'est pas possible. Mais c'est ça. Ils disent qu'ils vont mettre, par exemple, des genres de filtres pour éviter que les poissons soient aspirés selon une certaine vitesse. Mais il y avait quelqu'un qui était là à ce moment-là puis qui a dit « Oui, mais telle espèce de poisson, lui, il se laisse aller par le courant. » Que même s'il est aspiré, ben, il va se laisser aspirer, il va peut-être rester collé sur la grille, parce qu'il n'a pas la force nécessaire. Lui, il se laisse aller. Il n'y a rien de parfait, là. Puis, si on regarde ce qui se passe en Suède, il n'y a rien de parfait là non plus, là. Non, si leur objectif, c'est de prendre ce qui se passe en Suède puis de l'amener ici, ben on a des craintes à avoir parce que ils ont rejeté des contaminants dans la rivière où ils pompent leur eau là-bas. Ils ont fait des choses qui sont pas tout à fait acceptables là, sur le plan environnemental. Puis là, je vais t'amener, pas une anecdote, mais pour que les gens comprennent bien là, ce que tu es en train de nous dire sur les chocs thermiques. Moi, dans mon travail, je suis photographe sous-marin. Mon terrain de jeu principal, moi, c'est vraiment l'estuaire du Saint-Laurent, Baie-Comeau. Depuis quelques années, l'estuaire est en grande transformation à cause des courants océaniques et les bouleversements climatiques. L'eau est beaucoup plus chaude. Il y a des espèces qui ont complètement disparu de mon écran radar à moi parce que l'eau, elle a augmenté de quelques degrés. Il y a des espèces qui sont beaucoup plus sensibles à des changements de température que d'autres. Il y en a qui sont un petit peu plus, qui s'adaptent un petit peu mieux. Mais c'est sûr que moi, quand on parle du chevalier cuivré qui est présent à côté de cette usine-là, qui va jusqu'au port de Contrecœur, qui est un autre stress pour l'espèce. Hein? Là, on ne parle pas du port de Contrecœur, mais on s'entend-tu que c'est pas vraiment bon pour le chevalier cuivré, ça non plus? Non. Alors, tout ça, là, moi, ça me laisse un peu sans mots. Moi, quand je suivais ce dossier-là, je comprenais pas à quel point tous ces gens-là étaient irresponsables puis que, bon, ils se foutaient un peu des animaux qui étaient autour. Mais là, moi, quand je t'écoute en plus, c'est que je me rends compte qu'ils sont pas tellement transparents parce que là, tu me parles de technique. Non, hein, j'ai bien compris, ils sont pas transparents. Là, hein? Non. Depuis le début, on déplore le manque de transparence dans ce dossier-là. C'est terrible. Puis, des fois, ils nous accusent un petit peu, de dire, ben là, vous faites des idées, ça sera pas aussi catastrophique que ça. Ben, justement, donnez-nous l'information, puis comme ça, on s'en fera pas des idées. Puis toi, c'est parce que moi, ce que j'ai compris dans ta démarche, des fois, on accuse les gens qui défendent l'environnement, tout ça, d'être fermés puis d'être obtus. Mais vous avez créé des structures pour aller entamer un dialogue avec eux. Puis finalement, de ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas beaucoup de réponses à vos questions précises. Pas tant. Là, c'est sûr que, bon, le comité de liaison, ça, c'est Nordvolt qui l'a mis en place dans une volonté de montrer qu'ils sont transparents. Mais, en réalité, ça ne donne pas beaucoup plus de réponses que... Parce que souvent, ils vont nous donner l'information à nous, le petit groupe. Après ça, ils sortent l'information. Alors,
c'est ça. Puis, tu sais, l'information qu'il donne est très limitée. Il évite de dire certaines choses, ou il y a certaines questions qui vont répondre à moitié, ou ils vont nous dire, on est en train de travailler là-dessus, mais on ne sait pas exactement, tu sais, quelque chose qu'on demande, c'est, OK, vous nous dites que le choix que vous avez fait, c'est de pomper de l'eau à telle vitesse, telle quantité par jour. Mais pourquoi c'est ça? Et qu'est-ce que vous avez envisagé d'autre? C'est quoi les autres alternatives que vous avez envisagées? Là, vous vous contentez de nous dire le résultat final. Mais on veut savoir exactement qu'est-ce que vous avez envisagé, puis est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? T'sais? Parce que, bon, en plus, on sait que Northvolt est en souci financier actuellement. T'sais, est-ce qu'ils vont essayer de faire des petits raccourcis, dans le but d'économiser, mais qui sera pas la meilleure décision pour toute la nature, la biodiversité, puis les populations qui vivent autour, là. Parce qu'on a des craintes, sur la pollution de la rivière Richelieu pour, oui, les poissons, tous les organismes qui vivent dans la rivière, mais aussi parce que c'est notre eau potable, là, c'est l'eau qu'on puise pour boire de l'eau, tu sais. Oui, exactement. Puis là, ben, tu y vas, tu sais. Là, on a parlé du site. On comprend qu'il y a des espèces sensibles à cet endroit-là. Northvolt, là, c'est qui, ça? Ils ont donc bien, tu sais, on s'entend que le gouvernement semble les écouter attentivement, puis qu'ils ont l'oreille du gouvernement. C'est quoi cette compagnie-là? Tu me parlais de la Suède. Là, on sait que c'est pour construire des batteries pour les voitures, mais présente-nous un peu Northvolt. Northvolt, en fait, c'est une compagnie suédoise qui a été fondée, en fait, en 2015. Ils ont fondé la compagnie qui s'appelait SGF Energy. En 2017, c'est devenu Northvolt. Ça a été fondé par Peter Carlson et Paolo Cerruti, qui étaient des anciens qui travaillaient avant chez Tesla. Puis eux ont décidé de bâtir Northvolt puis de faire des batteries électriques. Les premières batteries, en fait, l'usine en Suède a commencé à être bâtie en 2018, mais c'est seulement en 2021 que les premières batteries sont sorties de l'usine. Ce qu'on sait maintenant, mais qu'on ne savait pas nécessairement au début, c'est que l'usine n'a jamais fonctionné à pleine capacité. Ils ont toujours eu de la difficulté à fonctionner à pleine capacité, d'où les dettes qui s'accumulent parce qu'ils n'ont jamais réussi à produire assez pour remplir tous les contrats, les engagements dans lesquels ils s'étaient embarqués. Northvolt, ce qu'ils prévoient fabriquer, au fond, c'est leur propre matière active de cathode. Ça, c'est composé de nickel, de manganèse, de cobalt et de lithium. On sait, puis là, on a des inquiétudes sur ce plan-là parce qu'on sait que le lithium, ça agit sur le cerveau. C'est d'ailleurs un médicament qu'on prescrit aux gens qui sont bipolaires. Et aussi, ça peut créer de la stérilité, entre autres chez les poissons. Avec Chevalier Cuivré, on voudrait pas qu'ils deviennent stériles. À côté de la frayère. Exactement. Alors, c'est ça. Que là, on a des craintes si jamais il y a du lithium qui serait rejeté de façon peut-être accidentelle. Peut-être qu'ils vont faire tout ce qu'il faut. Eux, ils nous disent qu'ils rejetteront jamais de lithium dans la rivière, mais on a quand même des craintes. Puis il y a aussi des trucs qui peuvent être cancérigènes. Là. Comme le cobalt, je pense, entre autres, qui est reconnu pour être cancérigène. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui est prescrit par le guide alimentaire canadien là-dedans. Là. C'est clair que non. C'est clair que non. Mais on a des craintes aussi actuellement parce que le terrain, comme je disais plus tôt, c'était une compagnie d'explosifs qui avait ça. C'était la CIL. Et on s'entend que dans les années 1880, là, les techniques, les règles environnementales, c'était pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Non. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des choses qui ont été enterrées sur le terrain. Il paraît que il y a des explosifs qui ont été ils ont creusé ça, puis ont mis ça dans un trou. Il y a plein de choses qui s'est retrouvées sur le terrain qui n'auraient pas dû se retrouver là. Beaucoup de choses dans la rivière. Il y a des gens qui m'expliquaient que eux ont vécu à McMasterville, Saint-Basile-le-Grand, Belleuil, dans les années où la CIL était fonctionnaire. Ils disaient des fois ils voyaient des poissons qui flottaient sur la rivière. Puis après ils ont fait des explosifs, par exemple pour les guerres.
c'est ça. Puis on fait aussi de la peinture. Puis là, il y a quelqu'un qui me disait, sur le terrain, que quelqu'un me disait, des fois, la rivière, elle virait verte. Des fois, elle virait Ouais. orange. Des fois, elle virait... Oui, parce que c'est ça, c'était des compagnies qui n'avaient pas de règles environnementales qui encerclaient ça, que il y a eu beaucoup... comment dire, là, beaucoup de transgressions de règles environnementales, tu sais, qui n'existaient pas à l'époque, là, mais qui existent maintenant aujourd'hui. Que nous, notre crainte actuellement, c'est qu'en ayant complètement déboisé le terrain, puis en plus, c'est un terrain qui est inondable. Alors, en plus, d'avoir tout déboisé le terrain, ce que ça fait, c'est que là, il y a des eaux de ruissellement qui partent du terrain. Puis c'est un terrain contaminé. Puis là, ils ruissellent vers la rivière. Puis là, ça entraîne des contaminants dans la rivière. D'ailleurs, nous, au comité Action citoyenne Projet Norval, on a fait des analyses d'eau. En fait, c'est des citoyens qui ont été formés. Wow. Oui, c'est des citoyens qui ont été formés par un écotoxicologue, Daniel Green. Pour ne pas le nommer. Oui. Et bien connu. Oui, bien connu. Il nous a formés, il nous a montré exactement comment faire. On a eu une bonne formation, je pense que ça a duré 2 heures, sur le bord de la rivière, qui nous dit qu'il faut faire ça pour telle raison et tout. Puis après ça, on est allé. Et là, on a pris des tests, on a pris des échantillons d'eau et de sédiments. Puis on a envoyé ça à un laboratoire indépendant. Là. Et ça nous est ressorti que oui, il y avait des contaminants là, qui se retrouvaient dans la rivière. T'sais. Parce que c'est ça dans là, mais oui, nous, on a découvert ça. C'est ça, c'est même avant la mise en opération de l'usine, juste le brassage du terrain, parce que là, j'imagine qu'ils retirent des sols, pour faire une usine, ils doivent creuser. Oui. Ça remet en circulation des contaminants qui étaient comme endormis en dessous de la terre avec des arbres, avec de la végétation, ça retient, ça retenait tout ça. Fait que là, tu es en train de libérer, tu récupères des polluants des années 70-80, je sais pas jusqu'à quand que c'était comme ça, puis tu vas rajouter de l'eau chaude, puis une possibilité peut-être de lithium, des émanations, ça fait que ça va être beau. Ben, tu sais, dans un premier temps, c'est ça. Là, c'est l'eau de ruissellement qui est problématique. Après ça, quand ils vont construire puis qu'ils vont devenir en opération, mais là, ça va être, tu sais, les rejets d'eau. Ben, tu sais, le pompage de l'eau, le rejet d'eau. Puis ça, veux pas, le pompage, tu sais, ça doit décoller des sédiments dans le fond de l'eau. Puis, tu sais, on s'entend que quand la CLL est en action, ben, il y a des sédiments qui sont déposés, qui sont comme ne pas déranger, parce que si ça remonte à la surface, en plus, l'usine de filtration des eaux où à pompe son eau là, pour notre eau potable est juste en face du terrain de Norval. Ah, ouais! Ouais. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est comment se tirer dans le pied? Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas que des affaires de même, ça peut se faire. Oui. Moi, je pensais que les citoyens de ce coin-là, vous preniez l'eau dans le Saint-Laurent plus loin, mais vous êtes direct à côté. Oui, notre eau potable, elle se prend de ce côté, à cette hauteur-là, c'est Saint-Mathias-sur-Richelieu. C'est juste en face du terrain de Norval. L'usine de filtration est là, puis ils pompent l'eau à cet endroit-là. Mais à un moment donné, ils nous ont dit, ben faites-vous-en pas, parce qu'il y a du courant, tu sais, que les contaminants vont être amenés plus loin, tu sais. Il y a personne en bas, c'est pas grave. Ben, c'est ça, que, tu sais, ils disent, l'eau qu'on va pomper, elle devrait être correcte, ça devrait aller plus bas, mais, OK, c'est le fun pour nous, là, mais pour les gens qui habitent Saint-Charles, Saint-Antoine, Saint-Roch, jusqu'à Sorel, eux, il faut leur penser à eux aussi. Puis là, toi, là, puis j'invite les gens à aller sur votre groupe Facebook, là, vous mettez plein d'informations sur ce dossier-là. Toi, tu travailles d'arrache-pied là-dedans, tu vas chercher les informations, tu es une citoyenne engagée, tu te bats pour avoir l'information. Imagine mon oncle Hector qui reste dans une maison dans le même coin, mais qui, lui, tu sais, il fait pas ces démarches-là. Ça veut dire qu'il est en train de s'en faire passer une vite, puis pas rien qu'à peu près, là. Ben, tu sais, je te dirais qu'au départ, quand ils ont annoncé que l'usine allait arriver, je peux pas dire que c'est une majorité, là, mais il y avait beaucoup de monde qui était pour, qui disait, ah, wow, tu sais, ça va amener de la job dans le coin. Ça va créer de la richesse. Ça va créer de la richesse. Tu sais, le monde était comme, ah, ben, c'est le fun, tu sais. Mais tu
plus on sort des, des lapins de notre chapeau, ben, pas juste nous, là, mais les médias et tout, plus les gens commencent à être un peu plus craintifs. Mais il y a encore des gens, dernièrement, je faisais du porte-à-porte pour... c'était pour le dézonage du terrain avec McMasterville, là. Puis il y a encore des gens qui connaissent pas tout, qui sont pas au courant de tout, là. Ben, j'imagine, c'est pas évident, ce dossier-là. Là. Puis là, en plus, c'est que, là, on parlait tantôt de Norvolt, tu as glissé un mot sur leurs difficultés financières. Parce que là, Norvolt, là, ils ont quand même des gros compétiteurs dans le monde qui s'appellent les Chinois, qui contrôlent les matières pour faire les batteries de ce type-là. C'est comme Norvolt, c'était comme la tentative de l'Occident de se repositionner géopolitiquement par rapport à la Chine, les autos, les voitures électriques, puis tout ça. À l'évidence, ça n'a pas été facile parce que ils sont sous la loi de la protection des faillites. Là. Je pense que c'est au Texas qui ont déposé. Là, ils cherchent des liquidités pour être capables de relancer les choses, de relancer leurs opérations. Toi, tu penses-tu finalement qu'ils vont réussir à la mettre vraiment en opération un jour, cette usine-là, ou si plutôt on va se ramasser avec un site scrappé, puis l'argent des contribuables? Parce qu'on a mis combien là-dedans, nous autres, là, les Québécois et les Canadiens? Pas loin de 3 milliards là-dedans, là? Oh oui, mais au total, c'est quelque chose comme 7 milliards là, qui devrait être mis. Mais actuellement, c'est pas mis au complet. Actuellement, c'est pas mis au complet, mais il y a une bonne partie qui a été mise. Primo, le terrain, c'est entièrement les Québécois et les Québécoises là, qui l'ont financé, ce terrain-là. Actuellement, c'est notre seule garantie. J'ai pas bien compris ce que tu as dit. On l'a financé. Tu veux dire, quand le terrain a été vendu par Luc Poirier, il y a de l'argent des Québécois qui ont été donnés à c'est une compagnie que Luc Poirier avait qui possédait ce terrain-là. Oui. Donc, c'était le 230 millions, là, si ma mémoire 240, est bonne. Ouais. 240. C'est lui qui a obtenu ça, puis c'était de l'argent des contribuables. Exactement. Oui. Il a fait une passe, hein? Il a fait 220 millions. Aimerait ça faire des millions faciles demain. Oui, mais c'est clair, que lui a fait un méchant beau profit sur ce terrain-là. Mais cet argent-là, c'est nous qui le finançons. Que des fois, entre nous, les gens du comité et tout, on dit, hey, mais on a le droit d'aller se promener dessus. J'ai une partie qui m'appartient. Ouais. C'est ça. Actuellement, c'est pas mal notre seule garantie. Si jamais Norvolt ferait faillite, ben il y a le terrain qui nous reviendrait. Mais tous les autres investissements, ben c'est pas clair là, ce qui nous reviendrait et ce qui nous reviendrait pas. Là. Ouais, d'habitude, dans ces histoires-là, on perd beaucoup plus qu'on réussit à récupérer. Là. Oui, mais on le sait que le gouvernement québécois a investi dans la maison mère en Suède. Alors, cet argent-là, on l'oublie. Oui, le gouvernement québécois a investi dans la maison mère en Suède. Oui. Puis même c'est du gambling de haut niveau parce qu'il n'y a rien de garantie là-dedans. Là. Je veux dire... les autos électriques, on voit les grands constructeurs automobiles qui mettent un peu le pied sur le frein parce que c'est pas si évident tout le temps. Puis là, je veux pas faire le débat voiture thermique, voiture électrique, ça, on le fera une autre fois. Mais je veux dire, moi, ça me paraît pas assuré de fonctionner une compagnie comme Norvolt, surtout que les Chinois, ils ont vraiment beaucoup d'années d'avance dans le développement de ces technologies-là. Puis nous, le gouvernement Legault prend notre argent et il va investir ça en Suède. Eh bien. Oui. Mais en fait, la prétention de Norvolt, c'est de faire la batterie la plus verte qui existe. Parce qu'ils vont utiliser notre énergie, l'hydroélectricité, qui est mieux que, par exemple, l'électricité qui est produite en Chine. Oui, ça, on s'entend. C'est ça. Puis ils disent que les métaux qu'ils vont utiliser, ben ça va être des métaux plus éthiques. Parce qu'on sait qu'en Chine, c'est peut-être fruit de l'esclavage et pas nécessairement bien fait, là, comment ils vont chercher leurs métaux. Oui, parce que c'est ça, c'est quasiment, tout quand on est en train de faire cette conversion-là, les mines puis tout ça, là, ça se passe pas toujours de manière tellement respectable pour les vies humaines et pour l'environnement, parce que, quand on parle, moi, je les entendais Norvolt parler, de la décarbonisation, puis que, il y a personne qui est contre la tarte aux pommes, là, ça a l'air beau quand ils disent ça comme ça. Oui. Mais je veux dire, il faut que dans le bilan, il faut aussi que tu regardes qu'est-ce qu'ils font comme extraction en Afrique, puis là, à gauche, à droite, l'environnement, les populations. C'est un prix qui est très cher à payer
pour moi, à t'écouter puis à suivre ce dossier-là avec un certain recul qui me semble être un gros, c'est du gambling mur à mur, cette affaire-là. Fait que toi, d'après toi, elle va-tu fonctionner un jour, cette usine-là? Ben, c'est difficile à dire. Moi, j'ai pas vraiment confiance, là, honnêtement. Là. Ouais. Parce qu'actuellement, ils sont en faillite du côté des États-Unis. Là, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que ça affecte pas du tout le projet au Québec. Que c'est de l'argent qui est placé ailleurs, là, que c'est le côté des États-Unis, oui, ils sont en faillite, mais pas de ce côté-ci. Là, ce que j'avais lu, c'est qu'eux, ils disent qu'ils ont assez d'argent. Ben, ça fait peut-être ils ont peut-être récolté de l'argent depuis, là, mais à ce moment-là, ils disaient qu'il y avait assez d'argent pour survivre pendant 18 mois. Ils seraient capables pour les 18 prochains mois subvenir aux besoins de la construction au Québec. Sauf que, après ça, si on a une usine qui est bâtie, mais qu'on est capable de faire fonctionner, on n'ira pas bien loin, là. Tu sais, il faut la faire fonctionner, cette usine-là, là. On veut vraiment qu'elle fasse de la décarbonation. Ouais, sauf qu'en même temps, ça, on n'a aucune garantie sur la décarbonation, tu sais. On ne sait pas si ça va vraiment décarboner ici, au Québec, ou ça va décarboner ailleurs, parce que ces batteries-là, ils vont être exportées, tu sais. C'est exporté, par exemple. Ils ont-tu déjà des clients, au moins? Je veux dire, ils ont-tu un plan? Vous autres, dans vos démarches pour essayer de faire la lumière sur ce dossier-là, est-ce qu'il y a des possibilités de vraiment bien vendre ces batteries-là ou ils vont se frapper au mur Made in China puis les constructeurs? Parce que je pense qu'ils sont pas loin de Volkswagen, Norvolt, oui. mais c'est ça, hein, je pense. J'imagine qu'ils pourraient mettre les batteries dans ces voitures-là. Mais les Chinois, eux autres, j'imagine qu'ils se laisseront pas damer le pion comme ça par rapport à la vente de batteries pour les automobiles, là. Non. C'est sûr, tu sais, les Chinois, ont de l'avance. C'est sûr que leurs batteries, ils les produisent à plus faible coût. En plus? Oui, à plus faible coût parce que, tu sais, ils vont pas chercher leurs métaux à des endroits où c'est fait nécessairement de façon éthique. Tu sais, que les gens qui vont chercher les différents métaux, qui vont creuser dans la mine, tu sais, sont pas chèrement payés nécessairement. Ouais. Alors, c'est sûr que ça fait diminuer les coûts de production. C'est sûr que les batteries produites par un Norvolt risquent de se vendre à plus cher. Sauf que eux, ils disent, les gens vont être prêts peut-être à payer plus cher pour avoir une batterie qui peut être produite d'une façon verte. Mais on s'entend que la production de batterie, il n'y a rien de vert là-dedans. T'sais. Non. Ça prend beaucoup d'eau, ça prend t'as des mines à exploiter, puis les mines, c'est très polluant, là. Comme tel, si on regarde la chaîne de production d'une batterie, c'est extrêmement polluant. À la fin, quand tu obtiens le produit fini, oui, c'est vrai que les voitures vont consommer, ils polluent moins, là, ça prend quand même quelque chose comme 3 ou 5 ans, là, tout dépendant du modèle de voiture, avant qu'on considère qu'elle devient carboneutre. Là. Ouais. Mais est-ce que l'usine va voir le jour? Je ne sais pas. Honnêtement, là, présentement, ils sont arrêtés pour l'hiver. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils pouvaient pas... ils sont rendus à faire là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont creusé des genres de... Ils ont fait comme des piliers en ciment. Qu'au fond, ils ont coulé du béton en genre de forme de pilier dans le sol. Mais là, ils sont rendus à faire les fondations. Ils sont rendus à faire les fondations. Puis ça, ils peuvent pas faire ça pendant l'hiver quand le sol est gelé parce que ça va faire en sorte que les fondations seront pas très solides. Que là, ils nous disent qu'ils sont arrêtés à cause de ça. Mais ils ont aussi dit ça leur donne du temps aussi d'aller chercher du financement, là, aller voir s'ils peuvent pas aller chercher de l'argent quelque part, peut-être trouver des nouveaux clients et tout. Là. Donc là, on a un site qui était naturel et qui a été lourdement endommagé dans le cadre de ce projet-là. Oui. On a une compagnie, Norvolt, étrangère, qui vient s'installer chez nous pour tenter de faire des batteries plus vertes que les Chinois.
mais qui vont nous vendre plus cher que les Chinois. Donc, déjà, ça va s'adresser à des gens qui ont quand même, tu sais, des voitures électriques, c'est déjà assez cher. Alors, la pile, ça devrait pas faire baisser la facture. Et en plus, cette compagnie-là, présentement, est au bord du gouffre financier. Oui. Toi puis ton groupe, aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous espérez qui arrive? Parce qu'il faut finir, on peut pas juste dire le petit Blongiot, il s'est fait, les tortues ont passé en dessous du tracteur, puis là, la compagnie va faire faillite, ils sont partis avec nos milliards, puis que là on a perdu bien de l'argent là-dedans. Toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se produise? Là, ça nous prend une lueur d'espoir, comme des solutions à l'horizon. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se produise dans ce dossier-là à court et moyen terme? C'est sûr que moi, je trouve, dès le départ, je trouve que ce projet-là, il était très mal pensé, réfléchi, il s'est pas installé sur le bon terrain, pompage de l'eau, ça n'a aucun sens. C'est un terrain qui avait une biodiversité vraiment précieuse, t'as le chevalet cuivré dans la rivière et tout. Mais là, le terrain est détruit. Tu sais, que nous, quand on jase entre nous, on a l'impression que si Norval s'implante pas là, ça va être une autre compagnie. Parce que, tu sais, le terrain, là, il est complètement préparé pour vraiment accueillir de la construction, mais tu sais, de la construction genre industrielle, tu sais. C'est sûr que moi, dans mon idéal, tu sais, sur ce terrain-là, ben, primo, j'y aurais pas touché. J'aurais peut-être ouvert ça au public, tu sais, je veux dire, un beau grand parc, tu sais. Mais présentement, on sait que le terrain, en tout cas, les coins où ils ont travaillé, il n'y a pas grand-chose à faire là. Honnêtement, j'ai pas de solution miracle. T'sais. Est-ce que je veux que l'usine s'installe? Est-ce que je veux pas que l'usine s'installe? C'est sûr que si l'usine finit par s'installer, ben, il va falloir que ça se fasse dans les meilleures conditions que ça l'est actuellement. Il va falloir repenser. Tu sais, moi, mon idéal, c'est qu'on aurait fait un BAP dès le départ, qu'on aurait vraiment réfléchi le projet, qu'on a pris le temps de regarder vraiment comment il faut le faire pour que ça ait un impact réel sur la décarbonation. Puis être sûr que on détruit pas, tu sais, c'est un peu ridicule là, parce que là on détruit des milieux humides, beaucoup de milieux humides. Je pense que c'est quelque chose comme 60% des milieux humides qui étaient sur le terrain. On détruit, ouais, j'ai ça quelque part, le pourcentage exact, c'est ça, c'est presque 60%. Parce qu'on détruit 13,8 hectares sur les 23,7 hectares de milieux humides. C'est près de 60% des milieux humides qui sont détruits. Alors, c'est ça, c'est un peu ridicule parce que les milieux humides, c'est des capteurs de carbone naturels. Tu sais, ça se fait naturellement. Ouais. Tu sais, que la nature nous rend service. Tu sais, les milieux humides sont là. Oui, les gens vont dire, ouais, mais c'est plein de crapauds, puis il y a plein de bébites là-dedans, mais c'est pas grave. Je veux dire, ils captent du carbone de façon naturelle. Tu sais, on devrait plutôt dire, hey, on va en créer plein, plutôt de dire, on va toutes les détruire. Parce qu'il faut pas se le cacher, le gouvernement Legault, ils ont donné beaucoup, beaucoup de permissions, puis même c'est le gouvernement qui en a donné le plus là, de permissions pour bâtir sur des milieux humides. Puis on a une loi pour les protéger qui a été révisée dernièrement parce qu'il y en a presque plus. Puis c'est des terrains en plus qui normalement pour la construction sont vraiment pas, c'est pas l'idéal de construire là-dessus parce que tu sais on s'entend que c'est des sols qui sont pas faits. Ben, le milieu humide, on comprend que c'est de la vase puis de l'eau là. C'est ça. Mais tu sais, je regarde. Si tu construis des maisons là, tu vas avoir des maisons qui ça va être vulnérable pour les coups d'eau et ces trucs-là, là, tu sais. C'est fait comme ça. Oui, mais le terrain, il est vraiment pas idéal là, pour la construction parce que c'est un terrain qui est vraiment en zone inondable. Tu sais, il y a quelques années, là, je me souviens plus de l'année exactement, mais il y a eu beaucoup d'eau. Tu sais, il y a eu des inondations dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu et tout. Et quand on passait sur le chemin du Richelieu à la hauteur du terrain, ben c'était des flaques d'eau. L'eau revolait du côté des autos parce que c'était complètement inondé. Le terrain, il agissait comme une éponge, tu sais. Imagine une fois complètement recouvert de roches, ben là, l'effet éponge est plus là. Que là, la crainte, c'est que la journée où il va y avoir beaucoup de précipitations, ça risque d'arriver de plus en plus avec le réchauffement climatique, ben que ça soit inondé, puis que
que l'eau aille encore plus loin, parce que là, le terrain agira plus comme une éponge, tu sais. Que, tu sais, ce terrain-là avait plein de vertus super positives. Tu sais, c'était un milieu pour, tu sais, comme je disais plus tôt, là, tu sais, que c'est comme un pas japonais entre deux montagnes où les animaux venaient se reposer. Ouais. Il y avait de la nidification sur ce terrain-là. Il y avait une grande variété de chauves-souris. Même qu'au départ du projet, ils nous avaient dit qu'ils feraient des genres de cabanes là, pour les chauves-souris, mais... Les genres de dortoirs là, pour... Oui, ils sont capables de rentrer puis d'aller se mettre à l'abri. Là. exactement. Mais un spécialiste des chauves-souris nous disait que ces dortoirs-là sont bons pour certaines espèces de chauves-souris, mais pas pour d'autres. Alors, que ça leur aurait aidé pour certaines, mais pas nécessairement ceux qu'on veut le plus protéger, puis que c'est eux qui sont le plus en danger. Là. Mais sont où ces dortoirs-là aujourd'hui? Aucune idée. Moi, tu sais, Jacinthe, moi, ce que je trouve phénoménal et ahurissant dans le monde dans lequel on vit actuellement, là, au Québec, tu sais, je peux pas concevoir qu'on est encore en train de chercher à donner des permissions puis des permis pour détruire des petits bouts de ce qui reste de milieu naturel, de milieu humide. Il y en a déjà plus. Moi, dans ma tête, on est rendu à un stade, à une étape où on devrait commencer à trouver des façons de récupérer des terrains puis de renaturaliser ces terrains-là pour donner un coup de pouce à la nature. Mais ici, là, puis là, on est sous un règne de la CAQ, là. Ça fait pas mal dans leur ADN de pas réfléchir plus loin que le bout de leur nez. C'est mon avis, et je le partage avec certaines personnes. Mais tu sais, eux autres, c'est tout le temps essayer de faire encore un peu de pièce avec la destruction de ce qui reste. Moi, je peux pas concevoir ça. Puis j'espère que le combat que vous menez, que le dossier, de Norvolt, que ça fasse à un moment donné un exemple, puis qu'on arrête. Là, je ramène encore le dossier de la Rainette Faugrillon, c'est pas loin de chez vous, c'est Longueuil, c'est la Montérégie, boulevard Béliveau. On a coupé l'habitat essentiel de la Rainette Faugrillon avec un prolongement, pas pensé plus loin que le bout de son nez. C'est affreux ce qu'ils ont fait. Il est même pas fait, le boulevard. Ils ont laissé à garnotte. Les arbres sont en train de repousser là-dedans. Il y avait des rainettes qui chantaient dans le milieu de la garnotte. Il y a un biologiste qui est venu les attraper puis qui les a amenés au biodôme pour la reproduction en laboratoire. Parce que toi, à côté de chez vous aussi, tu as le Mont-Saint-Bruno. Puis ils sont en train d'implanter une population. Ouais. Rainette Faugrillon, Chevalier Cuivré, Petit Blongiot, c'est le même combat. Arrêtons de tout détruire puis renaturalisons. Tu sais, moi, je pense que dans le coin de Montréal, on devrait vraiment être capable de faire des corridors fauniques pour connecter. Tu sais, le Mont-Saint-Bruno, il est isolé comme pas à peu près. Là, tu sais, être capable de le connecter avec d'autres choses. Puis toi, ce que tu avais dans ton dossier, sur ton terrain, c'était un petit îlot de verdure, une bouffée d'air pour la nature. Puis tabarouette, ils ont étouffé encore un petit peu plus la nature en scrapant tout ça. Moi, je trouve ça scandaleux. Tout à fait. Mais ce qui est fâchant, c'est qu'ils parfois ils pensent, ils ont l'air de penser que l'argent remplace tout. Ouais. Par exemple, pour avoir détruit des milieux humides, là, il a fallu qu'ils versent une compensation de 4,7 millions de dollars. C'est quoi 4,7 millions de dollars, tu sais, pour une entreprise? Tu sais, il y en a que c'est de l'argent de poche, là. Puis cet argent-là s'accumule. Tu sais, l'argent, ça s'accumule dans un fonds quelque part au gouvernement. Puis ils ont utilisé actuellement, là, ils ont utilisé à peine 1% de ce fonds-là. Que l'argent s'accumule, il se passe rien avec ça. Puis pendant ce temps-là, on continue de perdre encore et encore et encore des milieux humides. Mais l'argent, ça compense pas tout, là. Tu sais, ils nous ont dit aussi, mais pour compenser les arbres qui ont coupé, il va falloir qu'ils en plantent d'autres. Moi, je les ai vus, les camions passer, là, avec les gros billots de bois des arbres qu'ils avaient coupés. Des arbres plus que centenaires, là, sur le terrain. Tu sais, le petit arbre que tu vas planter, que peut-être, tu sais, ils nous ont dit, oui, mais ça va être un beau calibre, ils vont peut-être avoir 5-10 ans. Ça va prendre du temps, là, avant qu'on puisse récupérer tout ce qu'on a perdu, là. De toute façon, quand l'humain commence à jouer à l'artisan puis à recréer la nature, tu sais, moi, les affaires, là, les compensations, tu sais, je détruis un milieu naturel, mais là, je suis obligé de compenser ailleurs. Tu sais, ça n'a jamais la même rentabilité naturelle, ce que tu vas compenser comparativement à ce que tu as détruit, là. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, c'est un terrain qui a été laissé en friche pendant près de 25 ans, là.
Tu sais, que pendant 25 ans, la nature a pu faire tout ce qu'elle voulait. Tu sais. Ils ont beau nous dire que c'était des milieux humides anthropiques, tu sais, qui avaient été créés par l'homme, quand ils ont fait la décontamination du terrain et tout. Mais ça reste un milieu humide qui n'avait des traits précieux, là. Tu sais, il y avait des marais arborescents, il y avait là, les noms m'échappent, là, mais tu sais, il y avait vraiment des beaux milieux, tu sais, des beaux grands marais avec la quenouille, puis tu sais, il y avait des belles choses qui se sont produites naturellement, puisqu'il n'y a pas personne qui allait sur ce terrain-là, mis à part, comme je disais tout à l'heure, des gens qui allaient se promener, mais Ouais. c'était pas des véhicules, là, c'était pas des pelles mécaniques là, qui allaient sur le terrain. Que les arbres ont eu le temps de pousser, il y en a des nouveaux qui se sont semés naturellement, des animaux qui étaient partis puis qui ont dit « Hey, wow, tu sais, on a un beau milieu de vie », mais que là, actuellement, ils ont fui. Tu sais, les gens écrivaient sur les réseaux sociaux et c'est fou, tu sais, il y a beaucoup plus de couleuvres sur mon terrain, tu sais. Puis ils disaient « Ah, t'habites où? » Tu sais, dans le vieux McMaster, ben, t'es à côté du terrain de Norval, tu sais. Il y a des Ouais. animaux qu'on voyait, tu sais, dans la ville, puis qu'on disait, ben voyons donc, on les voyait pas, ces animaux-là. Ben, c'est parce qu'ils devaient être sur le terrain de Norval, puis là, ils fuient, tu sais, ils cherchent un autre endroit où aller, là. Ouais, des réfugiés. Ouais, c'est ça. Là, Il y avait des chevreuils, mais là, où ils se sont rendus, là, ces chevreuils-là, je le sais pas, tu sais. ils sont retournés dans le parc Michel Chartrand à Longueuil. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Non, non, non. En terminant, qu'est-ce qui s'annonce là, pour ton comité? Qu'est-ce que vous avez à l'agenda là, pour dans ce dossier-là prochainement? Mais là, actuellement, c'est sûr qu'au mois de décembre, on a fait l'annonce là, des résultats là, de nos analyses d'eau, comme quoi il y avait des contaminants. Là, on veut relancer ça, tu sais, on veut vraiment demander au gouvernement qu'il mette des choses en place pour éviter que les eaux de ruissellement continuent, tu sais, que ça continue de ruisseler dans la rivière Richelieu avec des contaminants. Ensuite, tu sais, actuellement, on est tellement comme dans l'incertitude de pas savoir exactement qui va se passer avec ce projet-là, tu sais, que on se prépare, tu sais, on pense à des actions qu'on pourrait faire, mais les gens, il y a beaucoup de monde qui disent, ben ça se fera pas. Tu sais, qu'ils ont qu'on fait une assemblée citoyenne pour donner des informations. On a peur que les gens disent, ben ça se fera pas, qu'ils viennent pas, mais c'est super important de pas baisser la garde. Parce que si ça décide de se faire, mais il faut vraiment, nous, des fois, on dit agir comme un chien de garde, puis s'assurer qu'ils font vraiment les choses comme il faut. T'sais. Parce que empêcher le projet, je pense que c'est David contre Goliath. Là. C'est un très gros projet, c'est un projet fort du gouvernement Legault. Je pense pas qu'ils vont lancer la serviette. Je pense qu'ils vont se battre coûte que coûte pour que ce projet-là ait lieu. Parce que si ça n'a pas lieu, ben les élections s'en viennent puis ils vont avoir peur de perdre la face, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, déjà, disons qu'ils sont bons pour perdre la face, le troisième lien, etc. Ça fait que je vais vous souhaiter beaucoup de courage pour la suite de ce combat-là, parce que vous menez un combat qui est utile pour tout ce qu'il y a autour. Je veux dire, c'est pas juste pour ce petit îlot de nature-là que vous menez cette lutte-là. Puis pour ça, moi, je te dis, Jacinthe, un énorme merci, d'avoir accepté mon invitation, mais aussi pour tout ton engagement, parce que, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin d'humains qui mettent le pied à terre, qui essaient de faire sortir l'information. Puis c'est pas facile de faire ça parce que tu sais, t'as une vie, tu travailles, t'es une mère de famille. Puis là, on te demande de faire ça au nom de l'essentiel et du gros bon sens. Fait que pour ça, je te dis un énorme merci. Je remercie ton comité. Tu transmettras mes salutations à tout ton groupe. Et pour moi, on va terminer ici cette première partie de cet épisode-ci portant sur le projet Norvolt. Et dans la deuxième partie, là, j'invite les gens à rester toujours autour de nous, parce que là, on va avoir quelqu'un qui va venir vraiment, là, va rentrer dans les espèces sensibles qui sont sur ton terrain, un expert qui va nous parler du chevalier cuivré, puis de ce que ça va avoir comme impact véritable que d'endommager. Je vais peser mes mots. Ça va endommager, c'est
évident, l'habitat du chevalier cuivré, ce projet-là. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour le futur de cette espèce-là qui est emblématique au Québec? Alors, je te dis un grand merci et bonne chance pour la suite, chère Jacinthe. Ben, merci beaucoup. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Tu sais, le comité Action citoyenne, tu sais, on est un petit comité citoyen qui s'est bâti, tu sais, mais on ne serait pas où est-ce qu'on en est sans nos partenaires. Tu sais, on a le maire au front qui sont vraiment avec nous, qui nous accompagnent, qui nous donnent vraiment un gros coup de main. Pour l'événement des cueillettes d'eau, ben, on avait la SNAP Québec qui est avec nous. On avait, comme j'avais dit plus tôt, là, il y a Daniel Green, aussi le Mort. Tu sais, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous appuient là-dedans parce que c'est un très gros projet qui interpelle vraiment beaucoup de monde parce que qu'est-ce qui se passe ici, dans notre petite municipalité, Mi'kmaq-Sorville, Saint-Basile-le-Grand? On veut éviter que ça se reproduise ailleurs. Puis on le voit ben trop que ça se reproduit à plein d'endroits. Hein, tu sais. Là, il y a Microsoft qui s'est installé à Donnacona, tu sais, qui ont détruit énormément de milieux humides. Mais il devrait plus en avoir de ça, tu sais. Que le projet de Northvolt, je pense, c'est une belle occasion de sensibiliser les gens à l'importance de la nature. Ça, je pense que c'est tout le monde ensemble qu'il faut s'allier puis collaborer pour parvenir à éveiller les consciences. T'es meilleur que moi pour conclure un épisode. Je te remercie. Puis là, on peut arrêter ça là? C'est bon. C'est bon. Merci.